Révolution digitale, épisode 30. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invité d'aujourd'hui a choisi l'Australie pour mettre en œuvre sa passion, connecter et aider les entreprises à atteindre plus vite leurs objectifs. Tombé amoureux du pays et de sa qualité de vie lors d'une année d'échange en 2002, il décide de revenir et s'installe à Sydney. En 2010, parce qu'il comprend l'importance cruciale d'un bon réseau lorsque l'on s'installe dans un nouvel environnement, il crée Australiance. Cette structure de soutien aux expatriés dans un premier temps affine rapidement ses services et offre désormais un accompagnement des entrepreneurs et entreprises souhaitant se développer en Australie. Décidé à faire d'Australiance un incubateur d'entreprises internationales en Australie, notre invité lance également en 2016 Startup and Angels afin de connecter entrepreneurs et investisseurs en Asie. Tribu Digital, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui Léo Denès. Léo, bonjour. Bonjour François. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à nous inspirer ? J'espère, je vais faire de mon mieux. Génial. Alors Léo, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Vouliez-vous y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle et de votre background ? Ah oui, pas de souci. Alors du coup, moi je suis effectivement à Sydney en Australie depuis presque 11 ans. J'ai rencontré mon épouse qui est française il y a 6 ans et nous avons désormais 2 bébés, franco-australiens. On vit dans les quartiers est de Sydney, donc pas très loin de la plage mythique d'Australie qui s'appelle Bondi Beach. Ouais. Donc voilà, on est très heureux d'être ici, même si ça comporte effectivement des désavantages comme la distance avec la famille, je dirais. Wow, alors vous êtes parti là-bas il y a pas mal d'années maintenant, mais alors pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Australie ? Alors l'Australie, la première fois que je suis venu, c'était effectivement dans le cadre de ma dernière année d'études à l'EM Lyon, où je devais faire un échange universitaire et les principaux critères c'était déjà j'étais très mauvais en anglais, donc je voulais absolument partir dans un pays anglophone et puis aussi partir, je dirais, loin pour être dépaysé. Et puis je pense comme beaucoup de Français, j'avais cette image un petit peu idéal de l'Australie. Je ne sais pas pourquoi dans notre imaginaire de Français, l'Australie c'est vraiment un pays mythique. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour cet échange en Australie. Et j'ai découvert l'Australie et qui a été une première magnifique découverte et qui a rempli les 2 objectifs qui étaient l'objectif de dépaysement et d'améliorer l'anglais. Et ensuite par la suite, j'ai toujours voulu pouvoir y revenir et dès que dans ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance de pouvoir demander une mutation à Sydney, donc ça c'était en 2007, je l'ai fait et c'est comme ça que je suis revenu en fait. Ouais, c'est vrai que l'Australie c'est vraiment un pays qui fait rêver. Et alors, j'avais envie de vous demander comment est la scène entrepreneuriale en Australie ? Alors la scène entrepreneuriale, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pays où il y a où la majorité de l'économie est générée par des PME. Il y a énormément d'entrepreneurs, je dirais dans toutes les différentes industries, que ce soit notamment la construction,
même la finance. Il y a beaucoup de conseillers en patrimoine, par exemple, qui sont indépendants, de brokers, etc. Donc c'est un terreau, je dirais, déjà propice à l'entrepreneuriat. Et ensuite, ce qu'on voit émerger, c'est la scène startup. Donc nous, la scène essentiellement tech startup. Donc toutes les entreprises qui vont ou développer des softwares ou faire du e-commerce via leur site internet. Donc voilà, nous c'est vraiment dans cette scène-là qu'on évolue. Et tout à l'heure vous parliez de nos événements Startup and Angel. Typiquement, c'est le type d'entreprises qui viennent présenter à ces événements et nos clients un petit peu type. Donc voilà, donc c'est un écosystème aujourd'hui qui est grandissant. Il y a plusieurs effets à ça, mais je dirais que c'est un pays qui est relativement libéral, donc encourage l'entrepreneuriat. Il y a un accès aux capitaux qui est en train qui augmente et qui se facilite, je dirais, avec l'apparition de pas mal de fonds d'investissement qui s'intéressent aussi aux projets neufs, donc ce qu'on appelle les early stage startups. Donc voilà, pays relativement libéral, croissance, intéressé dans l'innovation, donc ouvert à changer la donne si la startup, la nouvelle entreprise, l'entrepreneur apporte quelque chose de différent qui va leur permettre de gagner du temps ou économiser de l'argent, je dirais, dans la value proposition. Et puis voilà, cet accès aux capitaux, donc on voit de différentes façons, donc notamment des exonérations fiscales qui ont été annoncées sous le nouveau, il est plus nouveau que ça, mais sous le gouvernement de Malcolm Turnbull. Aussi tout ce qui est les fonds d'investissement, donc les fonds de pension, les fonds de retraite, les superannuation funds qui aujourd'hui commencent à regarder de plus en plus pour investir dans des sociétés innovantes. Alors justement, parlons un peu de ces projets, de vos projets du moment. Alors il y a Australiance, il y a Startup and Angels, vous l'avez mentionné. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ces projets et si vous pouvez nous dire comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce ou ces business models? Très bien. Alors du coup, nous, on est vraiment, je dirais, aujourd'hui une société de services, d'accord. Donc en termes de services, donc la façon, je vais essayer de le résumer le plus facilement possible, mais en gros, on a vraiment aujourd'hui 3 types de services. Le premier type de service, c'est les activités de conseil, donc celles par lesquelles nous avons effectivement commencé, donc qui sont du conseil aujourd'hui beaucoup en accompagnement à l'implantation de sociétés donc internationales, donc typiquement des grosses tech startups, essentiellement des entreprises de software, mais pas que, qui veulent rentrer sur le marché australien ou au niveau de l'Asie-Pacifique, d'accord. Et aujourd'hui, nous, on les accompagne sur ce qui est un marché pour vous, quels pourraient être vos éventuels partenaires, concurrents, les aider sur leur pricing et après les aider dans l'exécution de ce qu'on appelle go-to-market stratégie, comment rentrer sur ce marché. Donc ça, je dirais, c'est nos activités de conseil. Donc aujourd'hui, on s'adresse, donc vous me parliez des modèles excitants. Aujourd'hui, on parle à un certain nombre de French Tech sur leur entrée ici et on voit quand elles peuvent avoir un gros potentiel d'innovation, vraiment un beau marché et généralement elles sont assez bien reçues chez nos différents contacts ici. Et donc nous, ce qui est assez excitant, c'est que chacun de nos clients, c'est quasiment une nouvelle création d'entreprise. Donc vraiment, moi je me lasse jamais de venir travailler. J'ai pas l'impression de travailler. Donc ça, c'est l'aspect conseil, je dirais. On fait aussi un petit peu de coaching professionnel, donc pour aider, là, cette fois-ci, l'individu qui veut venir travailler en Australie, continuer sa carrière. Voilà. Ensuite, le deuxième pilier de nos activités, qui est l'activité qui a sans doute le plus grossi au cours des 12 derniers mois, c'est nos activités de talent acquisition. Donc, je dirais, c'est du recrutement, je dirais, à notre façon, où en fait, on va connecter on va dire des candidats australiens avec des entreprises étrangères qui veulent venir s'implanter ici, ou des candidats internationaux avec des entreprises australiennes qui n'arrivent pas à trouver ces types de profils sur le marché australien. Donc voilà, donc là on est encore au niveau boutique, mais on a une trentaine de clients aujourd'hui dans cette activité de recrutement. Et enfin, donc notre dernière partie, qui est la partie, je dirais vraiment plaisir,
mais qui nous permet aussi de réaliser notre value proposition sur les deux piliers précédents, c'est les événements. Donc, pour moi, je dis la partie plaisir parce que c'est pas la partie, je dirais, la plus rémunératrice de notre business, hein. Okay. Mais ça nous permet justement pour ces entreprises qu'on aide à s'internationaliser, de les faire découvrir dans de nouveaux marchés. Donc, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, nos événements ont rassemblé 1500 personnes. On a dû faire 16 événements à ce jour, donc les deux plus gros qui s'appellent B2B Rocks, sont des conférences annuelles qu'on fait à Sydney. On réunit un peu plus de 200 personnes à chaque fois. Et après, nos plus petits événements, Startup and Angel, qu'on opère aujourd'hui maintenant à Sydney, Singapour, au Cambodge, à Phnom Penh, et qu'on a lancé, on a fait une première édition en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Port Moresby, en fin d'année dernière. Et là, on est en train de lancer, la semaine prochaine, on lance Melbourne. Donc voilà, et donc ça nous permet effectivement de mettre en lumière des entrepreneurs, donc des gens qui sont en phase de lancement ou en phase de levée de fonds, avec d'autres entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, ainsi que des investisseurs, donc qui sont à la recherche de nouveaux projets à financer. Tout ça est vraiment très complet. Alors justement, est-ce que vous avez peut-être un petit conseil pratique à donner à la tribu digitale pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer sur le marché australien? Petit conseil rapide. Alors, conseil rapide, la principale chose, après, je dirais, c'est comme dans toute création d'entreprise, mais ce que je dirais, c'est que il faut, bien que les Australiens soient très avenants, que c'est un pays qui est relativement facile à pénétrer par rapport à d'autres, les Australiens sont pas des bisounours. Et deux, je pense que sur les aspects budget, aussi, il faut bien se renseigner parce que c'est un marché qui peut être onéreux, dans le sens où le coût de la vie, le coût des salaires est relativement cher. Donc, quand vous voulez faire du business ici, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir pratiquer des prix potentiellement supérieurs qu'ailleurs. Mais aussi, ce qu'il veut dire, c'est avant que vous trouviez votre premier client, vous pouvez brûler pas mal d'argent. Donc, c'est vraiment ce que je dirais. Donc, il y a plein d'autres conseils que je pourrais donner, comme faites bien votre étude de marché, employer des gens ou passer par des gens qui sont déjà sur le terrain parce que eux peuvent vous donner accès à des contacts beaucoup plus rapidement que vous auriez jamais si vous ne passiez pas déjà 2 ou 3 ans dans le pays, où vous n'étiez pas un expert mondial dans votre activité. Mais voilà, si je devais en retenir un, c'est attention sur les problématiques de budget notamment, parce que on a vu quelques projets arriver en Australie et puis en fait au final au bout de 6 mois, 1 an, réaliser qu'ils n'avaient toujours pas fait assez de ventes pour que l'entreprise soit pérenne et qu'ils avaient brûlé leur mise de départ, leur investissement. Voilà. Tribu Digital, gardons ça à l'esprit car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Léo, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors Léo, commençons par cette question, nous l'appelons l'appel à l'aventure. Quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Quand est-ce que j'ai senti que j'étais un entrepreneur? Je pense que ça remonte à potentiellement au collège ou au lycée, quand je sais pas, vous dites tiens, je veux changer les choses, donc je vais être délégué de classe et je vais essayer de changer un peu le statu quo. Après, en parallèle du lycée, je me suis lancé, j'étais manager d'un groupe de rock avec mes copains parce que moi je savais pas jouer de la musique, donc j'essayais de leur trouver des dates dans des bars. Notre highlight, c'était quand on avait fait la première partie de Pascal Obispo au Zénith de Nancy. Donc toujours, en fait, pour moi, être entrepreneur et être businessman, pour moi, c'est presque 2 choses différentes. Quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui a ça en lui. Donc aujourd'hui, on parle par exemple de concept d'intrapreneur. Moi, je me reconnais aussi pas mal là-dedans parce que même quand j'ai bossé dans des grandes boîtes type PwC, PricewaterhouseCoopers à l'époque, je m'occupais de l'équipe de foot, d'être campus manager pour mon ancienne école, de faire un tas de choses en plus. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est potentiellement plus dans un trait de caractère. Et donc après, moi, ma première entreprise, c'est-à-dire à mon compte,
que j'ai voulu monter, c'était quasiment directement à la sortie de l'école. Donc après mon expérience australienne, quand je suis rentré en France et via mon projet de fin d'études pour l'école. Donc je peux en parler plus longuement, mais en gros, ça n'a pas très bien marché, ou du moins je l'ai développé sous une forme d'une association. J'ai pu faire un prototype. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que mes parents ont dit, écoute, si tu fais ça, nous on te soutient pas du tout parce que tu as fait une grande école, il faut que tu fasses une carrière comme les autres, etc. Et donc voilà, financièrement, mon projet était moyennement viable, pour être honnête, c'était plus social que viable. Donc ça a été une très bonne expérience. Et voilà, après je suis rentré dans les rangs et j'ai attendu le moment opportun pour cette fois-ci refaire le point avec moi-même, trouver l'idée. Et surtout, voilà, ce que je dirais, c'est que ça part, on va dire, d'une vision. Et même si aujourd'hui, Australian, Startup and Angel, c'est des choses qui ont évolué au cours de la route, pour moi, la vision originale de mon business et du pourquoi je me lève tous les matins et pourquoi je vais continuer cette quête jusqu'à ce que où je sois dans un mur ou que je sois entre quatre ou que voilà, c'est parce que j'ai le sentiment de faire quelque chose que d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises ne font pas, et qui est d'aider des entrepreneurs, d'aider des professionnels à se réaliser en venant en Australie, ou demain, pour nous, là, ce qu'on est en train de regarder, c'est en changeant de location, de géographie, en Asie Pacifique, ou même aujourd'hui, l'autre type de clients qu'on a de plus en plus, c'est des sociétés australiennes, donc encore une fois des grosses startups qui veulent sortir d'Asie Pacifique et aller en Europe. Donc nous, on crée vraiment ces passerelles-là. Et donc je dirais, le but de notre entreprise et comment on se réalise nous, c'est en permettant à d'autres entreprises professionnelles de réaliser leurs rêves. Ouais, et alors, on dit souvent que le chemin de la réussite est semé d'embûches. Enfin, on ne le dit pas, il est semé d'embûches. Alors, Léo, parlez-nous un peu maintenant de votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Et donc, l'échec, c'est quelque chose qui revient souvent dans la discussion chez les entrepreneurs. Dans certaines cultures, l'échec est plutôt vu comme un vecteur de la réussite. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Léo? Et racontez-nous quel était votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Il y a beaucoup de moments difficiles. Mon pire moment, je pense que c'est vraiment, c'est un peu loin maintenant, et tant mieux, et voilà. Mais en gros, c'était pendant la première année d'Australiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc après, on va rentrer dans les différentes problématiques et c'est quoi un terreau fertile pour mener un projet à bien. Mais en gros, j'étais un peu parti avec une idée et pas nécessairement un business plan cadré, etc. Et en gros, au bout de 7 mois, en fait, je me suis rendu compte que par rapport à mes deux contraintes, donc une qui est financière, il faut savoir, c'est que quand vous créez une société, vous faites pas de l'argent dès le premier mois. Et donc là, en gros, mes réserves financières arrivaient vraiment dans le rouge, concrètement après 7 mois. Et deux, l'autre effet ciseau, c'était que j'étais sur un visa qui allait se terminer le 6 décembre exactement. Et donc ça, moi, je me suis rendu compte vraiment fin août, début septembre, que j'arriverais pas en fait à retourner la tendance dans le temps qui me restait. D'ailleurs, en 3 mois, je voyais pas comment j'allais pouvoir générer 70 à 80 000 $. C'était ce qui était requis pour moi pour pouvoir prétendre à un visa pour m'auto-sponsoriser, pouvoir rester en Australie et continuer à vivre l'aventure, tout en pouvant continuer à payer mon loyer, en gros. Donc ça, c'était un moment hyper dur. Sauf qu'à cette époque-là, on bossait je dis on parce que j'avais 3 étudiants de l'EM Lyon qui venaient d'arriver depuis 1 mois et demi, qui bossaient avec moi sur le contenu du site, les premières interviews, etc. Donc c'était un moment hyper sympa parce que c'était la start-up, on bossait depuis ma cuisine, pas loin de la mer, etc. Donc on bossait dur, mais c'était une bonne ambiance. Et d'un autre côté, moi, du coup, le soir, je n'arrivais pas à dormir parce que je me disais, mais comment je vais faire? C'est quoi mes options, etc. Et donc, de ça, en fait, c'est quelque chose que, pour moi, qui est la pire chose on va dire, il y a pire, hein,
dans la vie, mais c'était vraiment un moment hyper révélateur dans lequel mes options, ça pouvait être de complètement tout abandonner. C'était de potentiellement continuer comme ça, puis rentrer en France et continuer à essayer de développer un projet sur l'Australie depuis la France. Donc, c'était pas viable. C'était d'essayer d'acheter du temps en me disant je vais prendre un student visa à la fin de mon working holiday visa, et en même temps du coup je vais devoir bosser, trouver un petit boulot pour pouvoir payer mes études et mon loyer en parallèle, etc. Donc il y a pas vraiment de bonne solution. Donc d'où aussi mon tips maintenant qui est préparer votre budget pour pouvoir sauter ou développer votre projet en parallèle. Donc soir et week-end en parallèle de votre boulot actuel si vous voulez développer votre société. Tribu Digital, préparez-vous bien, planifiez vos ressources financières, développez un budget. Alors Léo, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Quand est-ce que les choses ont commencé à basculer en votre faveur ? J'ai même aussi envie de dire, quand est-ce que votre business a commencé à fleurir ? Et si vous pouvez nous raconter quelles sont les actions qui ont contribué à cette réussite ? Racontez-nous cette histoire. Alors, c'est pas gagné, hein. Ce que je dirais, c'est que, encore une fois, après la réussite pour moi, elle se quantifie pas forcément sur des aspects monétaires. Après, comme je disais, le succès, lui, par contre, l'échec peut se mesurer sur le manque de fonds complètement. Donc, pour en revenir à la question, qu'est-ce qui a fait basculer ? Disons que moi j'ai pris mon mal en patience, et surtout je pense que j'ai une détermination à toute épreuve sur ce cas-là du moins, qui était j'ai repris un boulot à temps plein qui me donnait un visa et qui me donnait un salaire, donc qui me permettait, en tout cas par rapport aux deux contraintes que j'avais, de pouvoir continuer en Australie. Par contre, du coup, clairement, ça me prenait la plupart de mon temps, mais ça m'a permis. Donc ça a duré, cette phase-là a duré 4 ans, au cours de laquelle finalement Australiance a grandi, moi j'ai mûri aussi, et ça m'a permis aussi d'avoir de remplir cette première value proposition qui était de donner de l'information, donner des conseils à des personnes qui voulaient s'expatrier en Australie, de couvrir pas mal de cas de figure justement sur ces 4 ans-là, et de pouvoir du coup enrichir l'offre, comprendre, donc développer ce qu'on appelle le product to market fit. Donc c'est quoi les solutions qu'on peut développer pour répondre aux besoins vraiment de nos clients types. Et donc voilà, donc en fait j'ai eu cette période de quasiment 4 ans où j'ai beaucoup bossé, mais qui m'a aussi permis, je dirais, d'affiner l'offre et aussi de mettre ma détermination, je dirais ma motivation à l'épreuve, pour le jour où je me suis senti prêt, le jour où j'avais pour le coup récupéré, j'étais devenu résident permanent australien, donc depuis j'ai plus en tout cas à me soucier de l'aspect des visas. Entre-temps, j'ai aussi personnellement acheté un appartement, donc ce qui est assez difficile à faire une fois qu'on est ensuite entrepreneur à son compte, etc. Parce que les banques, elles préfèrent quand vous êtes salarié. Mmh. Et puis après, l'autre chose que ça m'a forcé à faire, c'est pour le coup à développer un business model rentable. Parce que pour une boîte de service, c'est très dur de lever des fonds en tant que tel. Et puis maintenant, on a quand même un certain nombre d'employés et de staff qu'il faut pareil payer tous les mois. Donc l'objectif maintenant, c'est d'être clairement de continuer le développement tout en étant positif au niveau cash flow. Tribu Digital, soyez patient, soyez déterminé, explorez toutes les pistes. Ne quittez peut-être pas votre job tout de suite. Alors Léo, si vous pouviez résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de cette expérience, quelles seraient-elles ? En quelques mots, que pensez-vous que la Tribu Digital doit vous retenir comme leçon de votre expérience ? Alors, dans mon cas, je dirais je pense qu'il faut être vraiment passionné par le sujet, pour que vous soyez un expert dans le domaine sur le problème que vous allez essayer de résoudre. Aussi, je pense pas aux solutions miracles. Je pense qu'il faut malheureusement aussi y dédier beaucoup de temps et de focus. Et puis après, voilà, l'autre chose, c'est un peu comme on le disait, c'est en termes de planning et d'organisation. Donc surtout si on doit accumuler un job à temps plein, la famille, les aspects sociaux, etc. Comment s'organiser pour pouvoir faire avancer un projet, ne pas le mettre en pause trop longtemps,
et surtout, le jour où on a des clients, faire le meilleur boulot possible pour que ces clients puissent continuer à vous utiliser et devenir vos premiers ambassadeurs. Tribu Digital, trouvez un sujet qui vous passionne, organisez-vous bien, donnez-vous le temps. Léo, nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Super. Quelle est votre définition du succès ? Le succès, c'est d'être, je dirais, fier de ce qu'on fait et aussi que ça soit que toutes les personnes qui puissent utiliser vos services, qui travaillent à vos côtés, soient élogieux et contents d'être à vos côtés. Je pense que c'est ça. À quoi ressemble votre journée type ? Avez-vous peut-être une routine que vous pratiquez tous les jours ? En ce moment, et je parle sous couvert de Laura, qui est à mes côtés, qui est notre web marketing manager, j'essaie de venir le plus souvent possible en vélo ou en courant au boulot de bonne heure. C'est l'été à Sydney, donc ça marche bien. Sinon, c'est quand je suis dans les transports, en fait, généralement, je suis sur mes mails et je planifie ma journée. Ensuite, arrivé au boulot, j'essaye de pas tout de suite être en meeting au téléphone pour vraiment écrire les points clés de ce que je dois faire dans la journée. Et ensuite, généralement, la journée s'enchaîne assez vite parce qu'on a ou des meetings en interne, donc avec l'équipe sur les différents sujets, ou pour le coup différents rendez-vous clients. Donc mes journées passent très vite, elles sont plutôt bien remplies. Et du coup, j'essaye un maximum de planifier et aussi d'utiliser mon temps intelligemment. Et je commence, et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, à dire non à pas mal de choses en fait. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Alors j'en ai pas mal à recommander, je les ai pas tous terminés, mais il y en a un qui est vraiment bien, qui s'appelle les 4 disciplines de l'exécution. Donc je pourrais redonner les détails si vous voulez mettre après le lien, mais c'est un livre qui qui dit que dans pas mal d'écoles de commerce, d'écoles en général, on nous forme à la stratégie, à penser à la stratégie, mais en fait jamais dans l'éducation vraiment on parle d'exécuter cette stratégie. Et donc comment travailler sur vraiment les points clés, puisque moi je réfère aux KPIs, mais vraiment les objectifs mois par mois pour arriver au end goal de ce qu'on essaie de réaliser, les objectifs de l'entreprise. Donc c'est un livre qui est plutôt bien fait et qui justement rappelle qu'on ne peut pas courir 50 lièvres à la fois et qu'il faut choisir ses batailles. Quels outils ou applis productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement ? Alors là, on en a une longue liste. Celle qu'on utilise le plus en interne, c'est Slack, donc un outil de collaboration interne, donc qui nous permet de communiquer donc avec notre équipe en direct et puis aussi certains de nos clients, donc qui sont dans notre hub sur différents sujets. Moi, j'utilise aussi quelque chose qui nous a fait gagner pas mal de temps. C'est un logiciel de comptabilité en ligne là, qui s'appelle QuickBooks, qui est vraiment très bien fait pour tout ce qui est les aspects comptes. Voilà, on utilise aussi un CRM donc qui marche pour nous, mais je dirais que c'est assez important aussi pour n'importe quel business d'avoir un CRM, donc Customer Relationship Management Tool. Aussi pareil, ça nous permet de gagner pas mal de temps dans la relation avec nos clients, d'avoir des fiches clients et d'intégrer avec nos emails, donc ce qui permet, si demain moi je suis pas là, n'importe qui de mes collègues peut savoir quels sont les derniers emails qu'on a pu envoyer à cette personne, à ce client-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil ? Bon, nous, on utilise la suite Google pour ce qui est à la fois les mails, le calendrier, le partage de documents dans les Google Drive. Ça nous permet de mettre des documents type Word ou PowerPoint en ligne et d'être plusieurs à travailler dessus à la fois. Voilà. Après, je pense que, pour moi, en tout cas, qui suis beaucoup en déplacement, le téléphone, le smartphone, je dirais, c'est vraiment quelque chose qui est devenu un vrai outil de travail et mon deuxième cerveau. Est-ce qu'il y a un CRM que vous recommandez particulièrement pour ceux de notre audience qui sont déjà un peu lancés ? Alors, j'en citerai 2 et que 2.
Nous, celui qu'on utilise, c'est un CRM qui s'appelle Bitrix 24, voilà, qui marche relativement bien pour nous, qui est beaucoup moins cher qu'un Salesforce et qui a pas mal de fonctionnalités, notamment des fonctionnalités en management de projet et qui est illimité. Voilà. Après, ça nécessite quand même un petit peu de temps à apprivoiser et à implémenter. Donc, ça nous a pris, je dirais, une bonne année. Puis on découvre toujours et en fait, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de choses qu'on pourrait faire en plus avec cet outil-là. Et puis après, l'autre, en fait, qui a l'avantage, lui, d'être gratuit sur certaines parties, certaines fonctionnalités. Mais si vous êtes en démarrage, c'est HubSpot. Donc voilà, qui lui a une partie, donc qui est notamment la partie basique, la plus importante, je dirais, au début, qui est d'avoir un répertoire client et de pouvoir mettre des reminders sur quand les rappeler, qu'est-ce qu'on s'est dit, etc. Qui est mieux que d'avoir un tableau Excel, qui s'appelle donc HubSpot. Super, merci pour ça. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? En personnel, c'est de voir grandir mes enfants dans un environnement, je pense, qui est assez sympa par rapport à celui. Enfin, encore une fois, j'ai de la chance de venir d'une super famille, etc. Après, j'ai plus grandi dans l'est de la France avec des hivers un peu rudes, etc. Donc, c'est vrai que quand je vois qu'on est au mois de février et que je vois mes enfants, ou que j'emmène mes enfants, du moins, à la plage le week-end, voilà, ça me fait plaisir. Donc, ça me passionne pas mal. Et c'est vrai que maintenant, à mon âge, je pense que c'est important que j'arrive à trouver plus de temps et que je passe de plus en plus de temps avec ma famille, mes enfants. Et après, sur l'aspect business, un peu comme je le disais, j'ai beaucoup de chance parce que je suis vraiment passionné par ce que je fais. Je pense que l'entrepreneuriat, d'une façon générale, ça donne vraiment, en fait, au-delà du fait d'avoir ses propres horaires, etc., ça donne vraiment la liberté de choisir avec qui on travaille. Donc, que ça soit ses collègues, ses employés, son lieu de travail, ses clients, quand on a cette chance-là. Et donc, du coup, ça rend quand même les choses vraiment sympas. Aujourd'hui, j'ai dû voir 3 ou 4 clients, passer du temps avec eux. Et c'est vrai que on est dans une entente cordiale où on n'a pas besoin de se mentir, on n'a pas besoin de faire des promesses sur la comète. Moi, j'ai horreur de faire des promesses que je peux pas tenir. Et donc voilà, et je pense que par rapport à mon ancienne vie, on va dire, à la fois de salarié, moi j'ai beaucoup travaillé en conseil, où voilà, tous vos clients attendent que vous soyez un peu le Superman, que vous bossez jusqu'à minuit. Pour eux, c'est normal parce qu'ils payent un consultant, donc c'est normal de rester jusqu'à minuit et ne pas dire merci après. Et aussi au niveau salarié, vous êtes un peu un pion sur un échiquier. Quand je bossais en France, c'était une semaine j'étais à Montluçon, une semaine j'étais à Valence, une semaine j'étais à Paris. Et on me dit ok, mais je suis plus dans mon appartement. Et alors c'est pas grave. Donc je pense que c'est cette. Je pense que j'ai cette chance-là d'avoir trouvé, en tout cas, ou d'avoir créé une entreprise sans doute un petit peu à mon image, qui me permet de faire les choses que j'aime pour des personnes que j'apprécie et je pense que ça crée un cercle vertueux. Et la dernière question, c'est la question back in time. Imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous ? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment ? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? Ce que je ferais différemment, du coup, je pense que moi j'ai 38 ans. Quand j'avais 18 ans, c'était l'apparition des .com. Donc ce que j'aurais fait différemment, je pense, c'est j'aurais peut-être quand même essayé de continuer à faire des études, mais je crois que j'aurais essayé de travailler très vite dans une start-up. Je pense que je me serais aussi mis plus au code. Je pense que si j'ai un conseil à donner vraiment aux générations en dessous de la mienne, c'est vraiment d'essayer de coder afin de pouvoir en fait être le plus indépendant possible, parce que ce qu'on voit dans tout ce qui est tech startup, en fait, c'est l'IT, c'est comme un petit peu le nerf de la guerre. Et donc voilà. Donc voilà, ce que je dirais, c'est
pas nécessairement avoir lancé mon propre business, mais d'avoir rejoint des business jeunes en train de se monter pour apprendre plus de façon pratique que académique comme j'ai pu le faire. Tribu Digital, apprenez la programmation. C'est un atout qui vous sera utile si vous vous lancez dans un business dans le futur. Léo, merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'épisode. Merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Léo vous inspirera à faire le grand saut. Alors Léo, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui se sentent bloqués? Si vous avez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Mon conseil, ça serait de développer ce qu'on appelle un MVP. Donc, c'est si vous avez une idée qui vous tient à cœur et vous dites, tiens, pourquoi j'ai envie de tout quitter pour faire ça. Moi, ce que je dirais, c'est une approche qu'on appelle de bootstrap ou de lean startup, c'est de développer avec le moins de fonds possible un prototype de ce que vous aimeriez faire et d'essayer de trouver votre premier client avec ça. Voilà, c'est vraiment... donc, ça ne veut pas dire ne pas le faire, ça ne veut pas dire quitter votre boulot tout de suite, ça veut dire essayer au plus vite, en 2, 3, 4 semaines, de lancer un prototype au coût le plus faible de ce que vous voulez faire. Les vrais objectifs, c'est de voir est-ce que quelqu'un est prêt à payer 1 euro, 10 euros, 100 euros, 200 euros votre produit ou votre service déjà. Et deuxièmement, est-ce que ça vous a fait plaisir de vous lancer et d'être arrivé là où vous avez fait sans avoir potentiellement déjà quitté votre boulot? Parce que si vous vous rendez compte que en fait finalement ça vous plaît pas plus que ça, que travailler le soir et le week-end sur ce projet à côté de vos boulots, ça vous plaît pas plus que ça, que vous préférez être devant la télé ou à la piscine, je dirais ne quittez pas votre boulot pour cette idée-là. Parce que le jour où vous pensez que c'est la bonne idée, vous le saurez quoi. Enfin, c'est la bonne idée et le bon timing et qu'il y a un marché qui vaut la peine de faire pas mal de sacrifices au niveau financier, investissement de temps, etc. Voilà. Léo, vraiment merci, ça fait vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Alors le meilleur moyen de rester en contact avec moi, c'est potentiellement déjà ce que je vous invite à faire, c'est suivre Australiance et Startup & Angel d'ailleurs sur Facebook ou LinkedIn. Vous pouvez me retrouver sur Twitter aussi sous le nom de Léo Sidenes, la contraction de Sydney et mon nom de famille Denes. Voilà, et puis après, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, donc qui est le réseau professionnel le plus développé en Australie. Je pense que j'espère la plupart des auditeurs de la Tribu Digital connaissent LinkedIn. Donc voilà, juste tapez mon nom sur LinkedIn. Et quand vous me contactez, dites-moi pourquoi vous me contactez. Et puis, généralement, je réponds. Et voilà, c'est un des bons forums. Et puis après, si vous avez des idées de business que vous souhaitez créer ou exporter en Australie, voilà, on est vraiment là pour vous écouter et vous accompagner ou du moins vous conseiller le mieux possible, fort de notre expérience de bientôt 11 ans en Australie et d'avoir accompagné maintenant, je dirais presque des cinquantaines de projets entrepreneuriaux et des centaines pour le coup de projets d'expatriation individuelle en Australie. Tribu Digital, vous venez d'entendre Léo Denes partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Léo dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Léo sur australiance.fr. Non, c'est australiance.com ou australiance.fr. Les deux marchent. Si vous voulez du français, c'est les deux. Okay. .fr. Si vous voulez de l'anglais, australiance.com. Super. Et n'oubliez pas non plus de le suivre sur ses réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter. Léo, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci, au revoir François.
Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Léo. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou Apple Podcast ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!